Ahmed Kateb, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Cet entretien va concerner la présence militaire américaine dans le monde. Et pour l'expliciter, je reprends ce qu'ont dit trois chercheurs, Lindsay Kochgarian, Ashik Siddiq et Laura Steichen, pour le compte de l'Institut des études politiques intitulé L'état de l'insécurité, le coût de la militarisation depuis les attentats du 11 septembre. Donc, ces chercheurs affirment que les États-Unis ont dépensé plus de 21 000 milliards de dollars durant ces 20 dernières années pour soutenir leur machine de guerre, soit plus de deux tiers de leur dette, donc de la dette fédérale américaine, laquelle s'élève actuellement à près de 30 000 milliards de dollars. Alors, pourquoi, à votre avis, cette somme astronomique a été dépensée pour préparer ou pour faire la guerre au lieu qu'elle soit investie pour la paix et le développement? Et dans ce cas, la Chine n'est-elle pas devenue une grande puissance mondiale juste en investissant dans l'économie, la science et la technologie? Merci pour votre invitation. Pour répondre directement à votre question, il faut savoir que dans la doctrine philosophique américaine, les États-Unis ne peuvent avancer qu'à travers des crises cycliques. Et c'est un fait important. Les Américains ont commencé une expansion territoriale puis stratégique grâce à des conflits avec des pays voisins ou d'autres puissances. Les 13 colonies se sont élargies aux dépens des Amérindiens, donc des autochtones. Puis, les États-Unis ont fait la guerre à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre et à l'Espagne pour agrandir leur territoire. Enfin, pour terminer la conquête de l'Ouest, ils se sont agrandis aux dépens du Mexique. Donc, on voit que les Américains, dans leur vision, dans leur démarche, ne peuvent évoluer qu'à travers des guerres et des crises. On l'a vu avec la guerre euh, mondiale, la première, puis la seconde, qui a consacré une domination américaine partagée avec l'URSS à l'époque. Donc, pendant la guerre froide, les États-Unis ont désigné l'ennemi stratégique qui était l'Union soviétique, ont échafaudé un système d'alliance planétaire, l'OTAN, en Europe occidentale, l'Amérique du Nord, le pacte de Bagdad au Moyen-Orient, l'OTAS en Asie du Sud-Est. Donc, on a toute cette architecture qui a été construite pour assurer la domination américaine. Aujourd'hui, en l'absence d'un ennemi de type Union soviétique, les Américains ont euh, élaboré une doctrine, la guerre mondiale contre le terrorisme. Par terrorisme, l'adjectif qui lui convenait, c'était islamique. On voit donc qu'il y a un transfert de perception d'ennemis. À l'époque, c'était le japonais, puis c'était le soviétique, puis c'est devenu l'islamique ou l'islamiste. On a ce glissement. Donc, la guerre mondiale contre l'islamisme et le terrorisme islamique a induit une multiplication exponentielle de la présence américaine à travers le monde. On voit, vous avez cité le chiffre de 21 000 milliards de dollars, qui est un chiffre astronomique. Mhm. C'est vrai qu'au lieu d'utiliser cette somme pour des projets de développement, pour des projets de construction, pour des projets de partenariat, ça aurait évité pas mal de malheurs à la population mondiale. Et Mais même propulser encore les États-Unis comme première puissance.
Alors que effectivement. actuellement, selon d'autres rapports, elle entretient au moins entre 750 et 800 sites et bases militaires dans le monde, dont les plus importantes, elles sont au Japon, avec 120 bases, en Allemagne, 119 bases, et en Corée du Sud, 73. Et actuellement, pas moins de 173 000 soldats sont déployés dans toutes ces bases-là, dans le côté occidental ou dans le Pacifique, et avec donc environ 50 ou 1000 ou 54 000 au Japon, 34 000 en Allemagne et presque 26 000 en Corée du Sud. C'est quand même énorme. Et De, de, pourquoi de par, Hmm. de par la configuration justement de la présence américaine en Europe occidentale et en Extrême-Orient, on comprend que les États-Unis sont en train de bâtir des stratégies euh, à géométrie variable. Comment? À travers l'interdiction et l'empêchement de tout nouvel hégémon, de toute nouvelle puissance hégémonique, qu'elle soit régionale ou de type mondial, qui puisse concurrencer la superpuissance ou l'hyperpuissance américaine. On revient au Strategic Guidance euh, Plan de 1993, donc la doctrine Wolfowitz. Oui. C'est au lendemain de la chute de l'URSS, de la disparition de l'URSS, on voit, on comprend directement que les Américains empêchent l'émergence de toute puissance, même si elle est une puissance alliée. Là, c'est l'Europe, c'est également l'Allemagne et surtout l'Allemagne. De l'autre côté du monde, c'est le Japon. L'autre côté de cette stratégie à géométrie variable, c'est empêcher l'émergence de nouveaux pôles concurrentiels, la Chine d'une part et la Russie d'autre part. On est dans un endiguement à plusieurs niveaux, si on veut. Donc, on empêche l'émergence de nouvelles puissances hégémoniques, même si c'est des puissances historiquement alliées des États-Unis, et on empêche l'émergence de nouveaux pôles concurrentiels ou de menaces. On a le basculement vers l'Asie-Pacifique avec Barack Obama. La stratégie de basculement a été confortée par Donald Trump et on la voit renforcée aujourd'hui par Joe Biden. Oui, qui On par a, ailleurs, je rappelle, les États-Unis viennent d'annoncer la construction de 4 nouvelles bases militaires aux Philippines, c'est-à-dire directement en face en des face la côtes Chine, chinoises. en face la Chine. Donc on est dans cette configuration, on a le basculement, mais avec ce qui se passe en Ukraine, on a réouvert quelque part la fenêtre stratégique européenne avec l'Ukraine comme ventre mou, avec la Russie comme menace immédiate, et ça a été inscrit dans le document du Pentagone en automne dernier, donc en octobre 2022. La Chine est un concurrent, donc on est à long terme. La Russie est une menace immédiate pour les intérêts et les valeurs des États-Unis d'Amérique. Donc on est dans cette architecture stratégique et sécuritaire qui font que l'Amérique reste la première puissance militaire avec un déploiement sans précédent à travers le monde. D'accord. Donc, vous me donnez justement la main pour rebondir sur la seconde question, d'après ce que vous venez de dire. Donc, alors que le soutien occidental à l'Ukraine bat son plein avec près de 150 milliards de dollars en aide et en équipement militaire fournis depuis février 2022, les États-Unis viennent d'annoncer donc la construction de 4 nouvelles bases, comme je l'ai déjà annoncé, aux Philippines, en préparation
disent-ils, d'un éventuel conflit avec la Chine sur la question de Taïwan. Euh, Allez, alors, quelle est votre analyse sur cette situation internationale et pensez-vous, et que pensez-vous du propos tenu par une grande partie d'experts militaires et géopolitiques qui affirment que c'est le même conflit entre grandes puissances qui est projeté en Afrique? En Afrique ou en Asie-Pacifique. Non, c'est-à-dire que cette dualité entre les différentes influences des grandes puissances, ce que l'on voit en Afrique est aussi de même nature. Oui, euh, si on voit les différentes crises qui touchent les pays du Sahel africain, on comprend que le Sahel est identifié comme une sorte de zone grise de largeur continentale qui s'étale de l'Atlantique à la mer Rouge. Cette zone grise est le lieu de tous les trafics, de tous les conflits, où les groupes terroristes ou des groupes de criminalité organisée font la loi, où les États sont défaillants. Donc, ça permet directement, c'est un véritable boulevard pour l'interventionnisme des grandes puissances. Ça, c'est clair. À travers cette stratégie, on voit que ça a commencé avec la destruction de la Jamahiriya libyenne en 2011. Ça a ouvert la voie vers l'implosion pratiquement du pays et comme dommage collatéral, le conflit au Mali. Le conflit au Mali s'est métastasé à travers la région pour toucher le Burkina Faso, toucher également le nord du Nigeria, le Niger et le nord de la Côte d'Ivoire. On voit que maintenant, cette zone est devenue un épicentre des groupes djihadistes terroristes. On a retrouvé, et ça a été dit par des chefs d'État africains eux-mêmes, on a retrouvé des armes destinées à l'Ukraine en Afrique, dans les pays du Sahel. Donc ça alimente tous les trafics. Après la fin pratiquement du groupe terroriste Daesh en Syrie, ce sont des vagues de combattants qui ont rejoint les pays africains pour recréer des noyaux terroristes dans cette région. D'accord. Donc, pour vous, ce que l'on voit dans le monde, par exemple dans la région du Pacifique ou en Europe, cette dualité entre différentes grandes puissances, c'est exactement la même chose qui réapparaît un peu partout, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou, Ce sont des logiques de puissance et de puissance impériale. Donc, on crée des abcès de fixation, on crée des conflits dans différentes régions pour justifier et légitimer toute intervention, qu'elle soit directe ou indirecte. Donc, c'est clair qu'il y a une réédition des différents conflits, qu'ils soient en Asie-Pacifique ou en Europe. On les voit réédités en Afrique avec d'autres acteurs, avec d'autres dynamiques chrysogènes, avec d'autres soubassements et en utilisant justement les défaillances, les faiblesses des États, des pays, des populations pour pouvoir créer des crises. Donc, et ça devient après des crises régionales qui nécessitent des interventions internationales. d'accord. Donc, la troisième question, elle va dans le même sens de ce que vous venez de développer. Donc, tout le monde sait qu'en plus des États-Unis, il y a également les puissances européennes, notamment la France, qui sont fortement présentes en Afrique. Et on en trouve également depuis quelques années la Turquie. Alors, ces différents acteurs, tous membres de l'OTAN, travaille-t-il la main dans la main en Afrique ou au contraire, chacun a ses intérêts de son côté qu'il défend à sa manière? On a vu justement à l'aune de la crise ukrainienne que la solidarité atlantiste
étaient à géométrie variable, notamment ce qui concerne la Turquie. La Turquie est tantôt euh, un membre de l'OTAN à part entière, donc avec ses obligations, ses droits, ses devoirs, etc. Mais tantôt, elle fait cavalier seul, elle ouvre des contacts directs avec la Russie. C'est un acteur qui veut équilibrer un petit peu sa position selon ses propres intérêts, évidemment, dans la question ukrainienne. Donc, pour revenir à votre question, il n'y a pas pratiquement de solidarité atlantiste en ce qui concerne la présence de puissances étrangères en Afrique. Mhm. La Turquie joue ses intérêts, la France, également membre de l'Alliance atlantiste, joue ses intérêts, les États-Unis jouent leurs intérêts, et ainsi de suite. Ce sont des intérêts purement nationaux qui sont en jeu. Il n'y a pas de solidarité d'alliance en Afrique. D'accord. Alors, certains rapports disent, enfin, il y a un rapport qui a été publié par le magazine d'investigation The Intercept et qui parle d'au moins 34 sites américains entre bases et points avancés qui sont déployés en Afrique. Donc, notamment la base de l'aumônier à Djibouti qui abrite au moins 4000 soldats. Alors, pourquoi les Occidentaux, donc si l'on rajoute en plus de ça la présence française dans le cadre de l'opération Serval et puis Barkhane, et on peut remonter même jusqu'à l'opération Sangaris, la France a toujours été présente militairement et d'une manière même dans certains pays permanente, même depuis les indépendances. Alors, pourquoi les Occidentaux qui ont déployé un aussi important dispositif militaire sur le continent africain, notamment au Sahel et en Corne de l'Afrique, reproche-t-il à la Russie et à la Chine leur présence militaire via le déploiement de quelques centaines de soldats dans le cadre d'accords bilatéraux avec des pays africains? Le cas de la C'est normal. Mauritanie, par exemple, dernièrement, suite à la visite de Lavrov dans le pays, est démonstratif puisque les Américains y déploient déjà un important corps de forces spéciales. C'est normal parce que pour les Américains ou les Français, Russes et Chinois sont de nouveaux venus, de nouveaux acteurs dans la région. Donc ça touche directement leurs intérêts, même si il n'y avait pas de solidarité atlantiste au Sahel ou en Afrique, mais il y avait des modus vivendi, il y avait des gentlemen's agreements entre Français et américains, entre Français et Britanniques. Pour les Occidentaux, il s'agit de défendre la présence occidentale, entre guillemets, via le précaré français. On a vu comment l'ancien Zaïre, du temps du président Mobutu, était un État qui sous-traitait pour la CIA, pour les Américains, dans la région des Grands Lacs, et contre la rébellion communiste en Angola, contre les, euh, les rébellions au Mozambique, etc. Donc, on a vu comment un État qui était, entre guillemets, inféodé à la France-Afrique pouvait également jouer des sous-traitants pour les Américains. Aujourd'hui, c'est normal que Washington et Paris voient d'un très mauvais œil la présence de troupes ou de coopérants militaires chinois ou russes, parce que pour eux, c'est d'abord la fin d'un monopole, c'est ensuite la preuve que les élites africaines commencent à raisonner en dehors du prisme colonial, du prisme du colonisé, qui favorise une relation entre l'ancienne métropole coloniale et les anciennes colonies. Et enfin, ça prouve que ces régions ne sont plus une chasse gardée ou l'arrière-cour ni de la France, ni des États-Unis, ni de la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que il y a de nouveaux enjeux, parce que
euh, cette période, disons, stratégique consécutive à l'échec des stratégies occidentales, qu'elles soient au Moyen-Orient, qu'elles soient également en Asie-Pacifique. On voit le déploiement de la Chine, on voit les alliances qui commencent à se faire, notamment dans le cadre des BRICS. Donc, ces échecs répétés sonnent le glas d'un impérialisme historique et ouvrent la voie à une multipolarité avec comme soubassement cette extraordinaire doctrine de non-alignement que les pays africains emploient aujourd'hui et utilisent aujourd'hui. Et les différents votes à l'Assemblée générale des Nations unies par rapport à la crise en Ukraine sont la meilleure preuve. D'accord. Alors, comme dernière question par rapport à ce que vous venez de dire maintenant, comment voyez-vous la tournée du président français dans certains pays africains, je crois, qui est le Gabon et d'autres. Pour Emmanuel Macron, il s'agit de consolider une présence française de plus en plus décriée, de plus en plus contestée. On voit comment les troupes françaises sont sorties du Mali. On voit pratiquement chaque semaine des manifestations dans les différentes capitales du Sahel, qu'elles soient Bamako, Niamey, N'Djamena, Bangui, contre la France-Afrique, la présence de troupes françaises contre l'américaine, commence à parler de l'utilité ou surtout de l'inutilité du franc CFA. Ça, c'est nouveau, ça, c'est important. Et la tournée de Macron est une tournée de consolidation de position et c'est une tournée à travers laquelle le président français veut rassurer ce qui reste comme euh, pays, entre guillemets, ami à la France. Et vous pensez que ça sera une tournée un peu réussie ou elle sera mêlée à la sauce de la contestation contre la France? Enfin, ça a déjà commencé, donc la mayonnaise prend, et comme on dit, et à chaque capitale, il y a pratiquement des contestations, il y a des intellectuels qui montent au créneau pour dire que l'ère de la France-Afrique est bel et bien derrière nous. D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Kateb, pour cette première partie de l'entretien. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie dans quelques instants. Ahmed Kateb, merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien et qui sera consacrée aux opérations clandestines que les forces américaines mènent dans beaucoup de pays, notamment via le déploiement d'une manière clandestine de forces spéciales. Alors, il y a un rapport qui est sorti euh, qui a été sorti par le Brennan Center for Justice de la faculté de droit de l'Université de New York et qui dit qu'il y a beaucoup d'opérations et il y a eu, qui ont été lancées sans que le Congrès ne soit au courant et ne parlons même pas de alors si le Congrès n'est pas au courant de la population. Et il y a beaucoup de pays, notamment africains, comme l'Égypte, il y a le Kenya, il y a le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la Tunisie, et en plus d'autres pays arabes comme le Liban. Alors, la première question, donc au total, ce rapport dit qu'il y a au moins 22 pays africains subsahariens ou du Nord qui ont justement connu ce genre d'opération clandestine. Alors, d'un point de vue juridique, comment analysez-vous cette utilisation d'opérations spéciales clandestines sans le consentement des institutions républicaines des États-Unis qui ont normalement le devoir de les surveiller?
D'un point de vue juridique, c'est totalement illégal. Pourquoi? Parce que pour déployer des troupes, le président américain a besoin de l'aval du Congrès, avec les deux chambres réunies. Ça s'est produit pour la guerre contre l'Irak et à maintes reprises, on s'en souvient, les présidents américains avaient sollicité l'aval du Congrès. Concernant maintenant les opérations spéciales, on sait que depuis le 11 septembre au moins, le 11 septembre 2001, C'est au moins, exactement et à la travers date que c'est le, que la le rédactrice du Patriot rapport. Act Ouais. et sous prétexte du Patriot Act, les différentes administrations américaines, les différentes, qu'elles soient républicaines ou démocrates, ont utilisé justement ces opérations clandestines pour arriver à des fins stratégiques précises sans informer le Congrès, encore moins l'opinion publique américaine. Donc, on est complètement dans l'illégalité d'un point de vue juridique, même si le Patriot Act qui a été voté en 2001 autorise, entre guillemets, ce genre d'action. Maintenant, la Et précisons-le finalité, qu'il l'utilise, il l'autorise, soi-disant, pour combattre le terrorisme effectivement, qui porte atteinte à la sécurité des États-Unis. effectivement, maintenant, sous prétexte de la lutte mondiale contre le terrorisme, on a vu la multiplication de ces opérations, qu'elles soient directement par le biais de commandos ou par le biais de drones. Mhm. À travers le monde, les Américains ont à maintes reprises utilisé les drones pour atteindre des cibles lors d'opérations clandestines, que ce soit au Yémen, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Pakistan, en Afghanistan, au Sahel, dans différentes régions du monde, en Amérique latine, dans différentes régions du monde, les Américains utilisent de plus en plus cette technologie de pointe pour minimiser la présence de troupes, la présence de militaires, de commandos sur le terrain. D'accord. Et le rapport cite justement le National Defense Authorization Act de 2018 et qui pense que, donc, qui autorise un peu euh, ces opérations, mais il dit en même temps que ça a été largement interprété par les responsables du Pentagone qui ont ouvert justement des champs d'interprétation qui sont absolument effarants. Et le rapport dit exactement que euh, ces opérations ont pour but le soutien aux forces partenaires, donc engagées dans le soutien ou la facilitation des opérations de guerre irrégulières par les forces d'opération spéciales des États-Unis. Et donc, les responsables du Pentagone ont décrit la section qui autorise ça de cette loi comme un outil très utile pour permettre des opérations de guerre irrégulière, pour dissuader et vaincre les puissances révisionnistes et les régimes voyous. Donc, entre guillemets, on peut imaginer qui sont les puissances révisionnistes. Alors, quel est votre avis sur justement ces informations et pourquoi accuser dans ce cas-là le groupe russe Wagner de ne rien, et, parce qu'il est déployé au Mali ou au Burkina Faso, et il ne rien dire sur ce que les forces spéciales américaines font clandestinement dans beaucoup de pays africains. Ah, c'est normal, écoutez, c'est le principe de Saint Thomas. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Euh, les Américains accusent les autres pays soit d'être des États voyous ou des puissances révisionnistes. Révisionnistes par rapport à quoi et voyous par rapport à qui? Et par rapport à leur Euh, ordre international établi depuis la et- Seconde Guerre mondiale. Très bien. Donc, on voit qu'il y a une philosophie sous-jacente de ces stratégies. Il y a la lecture très large euh,
de la loi autorisant, entre guillemets, l'interventionnisme clandestin, une lecture très large qui a permis de dépasser de très loin le champ d'action du texte de loi lui-même. Euh, on voit comment les groupes spéciaux américains sont déployés à travers le monde et surtout en Afrique, parce qu'on voit une résurgence de la présence de ces groupes dans les différents pays africains, que ce soit en Afrique du Nord, au Sahel, dans la Corne de l'Afrique ou en Afrique australe, c'est-à-dire que ces groupes sont pratiquement des groupes paramilitaires qui sont au service d'intérêts pas forcément militaires ou stratégiques, mais également avec des soubassements économiques et énergétiques, ce qui explique enfin la présence de certains groupes terroristes dans certains endroits au Sahel, dans certaines zones au Sahel et en Afrique, des zones qui, par enchantement, sont des zones d'extraction de minerais rares, des zones d'extraction d'hydrocarbures ou des zones de passage de pipeline, de gazoducs, etc. Donc, on voit, si on superpose les cartes des richesses en Afrique sur celles de la présence américaine ou de groupes paramilitaires américains ou de sociétés privées américaines ou occidentales, on trouve superposée à ces cartes celle de la présence de groupes terroristes. Donc, on voit qu'il y a un soubassement, qu'il y a une logique qui explique la présence américaine par la présence de groupes terroristes, donc la lutte contre le terrorisme, mais au fond, en arrière-plan, on a surtout les richesses minérales et énergétiques. Bien, alors, quand on lit ça, on ne peut pas ne pas penser au sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc, parce que selon le même rapport, les responsables du Pentagone ont également insisté sur le fait que la guerre régulière est susceptible d'être de plus en plus utilisée, alors que le ministère donc, de la Défense en vient à donner la priorité à la compétition entre grandes puissances. Donc, ça, c'est entre guillemets, c'est ce que le rapport dit. Alors, ma question, comment analysez-vous l'article de Seymour Hersh qui dévoile ou qui dit que ce sont des forces spéciales américaines qui l'ont fait? Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là clandestin et que les institutions républicaines des États-Unis ne le savaient pas? Et, et puis, si les Américains, donc selon ce rapport, sont capables de s'en prendre à la Russie ou voire à d'autres pays comme la Chine, que peut-on imaginer en Afrique? Ce sont des guerres irrégulières, de guerres non plus de quatrième génération, mais de cinquième génération. On est à un niveau supérieur. Euh, on se rappelle tous des déclarations de Biden concernant euh, le fait que Nord Stream ne rentrera jamais en fonction. Il a parlé du Nord Stream 2, donc qui était prévu courant année 2022. Et on comprend par la suite pourquoi ce gazoduc a été saboté. L'article de Seymour Hersh est éloquent parce qu'il explique toute la dynamique qui a sous-tendu le sabotage et l'enquête de Seymour Hersh démontre l'implication des plus hautes autorités américaines. Mhm. La question qui se pose après, pourquoi, juste après la publication de l'enquête de Seymour Hersh, il y a eu l'affaire des ballons stratosphériques, puis des objets volants non identifiés.
Ces deux affaires ont été traitées en long et en large par les médias américains et l'opinion publique américaine a été euh, prise en haleine par rapport surtout à la question des objets volants non identifiés. Selon plusieurs analystes, ces deux dernières affaires sont pratiquement des écrans de fumée pour détourner l'opinion publique par rapport aux conclusions de l'enquête de Seymour Hersh. Et Snowden avait déclaré que l'affaire des ovnis masquait bel et bien l'affaire du Nord Stream. Mhm. Donc, on a utilisé les ovnis pour un petit peu détourner l'opinion publique et créer un objet de fixation médiatique pour détourner l'opinion publique des conclusions du rapport de Seymour Hersh. Maintenant, pour revenir au fond de votre question, il y aura de plus en plus d'opérations de ce genre parce qu'une guerre directe avec des superpuissances est quasiment impossible, de par la dissuasion mutuelle, de par les risques d'une conflagration planétaire consécutive à n'importe quel dérapage, qu'il soit russo-américain, qu'il soit sino-américain. Donc, on est dans une sorte de guerre par procuration ou de guerre souterraine, indirecte. On le voit à travers la posture stratégique occidentale par rapport au conflit en Ukraine. On le voit également par rapport à la posture stratégique américaine, japonaise, sud-coréenne par rapport à la Chine. Et on voit, et c'est bien sûr de beaucoup moindre intensité, les différentes postures stratégiques concernant les zones chrysogènes et les intérêts des puissances au Sahel. Donc, mais c'est quand même très inquiétant parce que ce que vous venez de dire, parce que on est dans une situation où tous les accords qui ont été faits donc entre les grandes puissances, notamment l'Union soviétique et les États-Unis, concernant l'armement stratégique nucléaire ou conventionnel, ont été pratiquement tous abandonnés. Et donc, là, dans son dernier discours à la nation, le président Poutine suspend la participation, pas de la Russie au dernier traité qui existe, qui est celui de New START, dans en disant que parce que les Occidentaux veulent la défaite stratégique de la Russie, un. Deux, parce que il y a euh, il y a des puissances, une demande pour que l'OTAN participe à l'inspection des sites nucléaires russes, sans que la France et la Grande-Bretagne soient à l'intérieur. Il y a d'autres raisons. Et dans un contexte où les Américains ont abandonné la doctrine de dissuasion dans le nucléaire depuis le premier mandat de George Bush. Donc, faire des opérations comme ça, n'est-ce pas jouer avec le feu nucléaire de telle façon à ce que on pourrait provoquer même l'extinction de l'humanité si une guerre nucléaire totale explose. Oui, mais écoutez, il y a toujours du bon sens, même si les uns et les autres peuvent être tentés par la stratégie du fou, mais il y a toujours du bon sens, il y a toujours cette rationalité à minima qui fait euh, que les élites politico-stratégiques, qu'elles soient à Washington, à Moscou, à Pékin, à Paris ou dans d'autres capitales, réfléchissent à plusieurs fois avant d'entamer une escalade. Donc, on est dans des postures de menaces mutuelles, on est dans des postures concurrentielles,
on est dans des postures où le jeu est à somme nulle, donc celui qui gagne sera face à celui qui va perdre, ça c'est clair, mais on est également dans des postures où on peut se faire la guerre indirectement, comme ce fut le cas durant la guerre froide. Dans d'autres théâtres, on se souvient tous euh, de l'Angola, du Mozambique, où Américains et Soviétiques étaient en guerre par procuration, par groupe armé, par puissance interventionniste alliée de l'un ou de l'autre. Tantôt c'est la France, tantôt c'est Cuba, tantôt c'est le Zaïre, etc. Donc on est dans des logiques de guerre par procuration. On voit aujourd'hui qu'il y a un affrontement direct entre la Russie et l'Alliance atlantiste, mais euh, à travers des arrangements, on voit que certains pays européens poussent l'Alliance dans ces derniers retranchements pour attaquer directement la Russie, mais on voit en contrepartie qu'à Washington, on réfléchit plusieurs fois avant de suivre Varsovie, avant de suivre les pays baltes. Donc c'est va-t-en-guerre. Ceux qui préconisent une guerre totale et absolue contre la Russie, euh, ces pays-là ne sont pas suivis par l'establishment militaire américain. Attention, donc il y a des nuances qui sont intéressantes à observer, Mhm. euh, qui font dire aux différents analystes et observateurs que même si on est dans une phase d'escalade, il y aura à un moment donné, d'un commun accord, une tentative de gel du conflit avant une désescalade graduelle. C'est-à-dire une tentative de gel du conflit. Euh, C'est-à-dire, on gèle par rapport aux acquis et on négocie euh, à partir des acquis. Les acquis de la Russie sont l'intégration des deux républiques autonomes et des oblasts à la fédération, en plus de la Crimée, qui est un acquis de 2014. Donc, on est, on parle d'une nouvelle campagne qui va cibler Odessa et la Transnistrie. Si la Transnistrie est attaquée par les forces moldaves ou les forces de l'Alliance atlantique, mais globalement, on peut s'acheminer enfin, vers euh, une glaciation, un gel du conflit avant négociation. il y a une question quand même qui me taraude, c'est-à-dire que attaquer, détruire par exemple le Nord Stream 1 et Nord Stream 2, c'est un acte de guerre. En lisant l'article de Seymour Hersh, on le comprend. Mais moi, il y a quand même, alors que ce sont certainement une opération qui rentre dans cette doctrine d'opération clandestine, est-ce que ces pays sont vraiment des démocraties? C'est-à-dire qu'engager l'armée dans un acte de guerre contre une puissance qui est une puissance nucléaire, qui peut réagir d'une manière nucléaire. Imaginez si l'on avait fait la même chose à la Corée du Nord ou à un autre pays où on ne réfléchit pas, on se précipite directement à appuyer sur le bouton. Est-ce que, donc, on engage le pays dans un avenir qui peut être incertain, hypothétique, voire catastrophique, sans que le peuple ne soit informé et sans qu'on lui demande son consentement. Est-ce que ces pays qui veulent, qui se gargarisent de discours sur la démocratie et les Darwa et ainsi de suite, et qui veulent donner des leçons à tout le monde, sont vraiment des démocraties? On n'est pas dans une posture politique ou philosophique pour dire que c'est contraire à la démocratie, etc. On est dans des postures stratégiques, de grandes stratégies même. La déconnexion euh, qui a été faite
à partir de février 2022 est une déconnexion stratégique. Mhm. Déconnecter l'Allemagne de la Russie et le sabotage du Nord Stream, qui est une copropriété allemande, française, néerlandaise, d'une part, et russe d'autre part, est un acte de guerre contre tous ces pays, pas uniquement la Russie, au fond. Absolument. Donc, on comprend que c'est un acte stratégique, que le sabotage du Nord Stream vise à déconnecter l'Allemagne de la Russie, donc la puissance industrielle allemande de la puissance énergétique russe, mais au fond, c'est l'Union européenne qui est visée. On revient à la doctrine Wolfowitz de 93. On empêche tout hégémon, même s'il est une puissance amie, d'émerger. On empêche l'Allemagne et on empêche l'Europe d'émerger. Donc, comment casser l'élan de l'émergence européenne ou allemande comme puissance hégémonique régionale avec des intérêts mondiaux? C'est en opérant cette déconnexion et en sabotant. Le sabotage est un acte qui confirme a posteriori la déconnexion stratégique russo-allemande. Mhm. Et ça, les Allemands l'ont compris, les Européens l'ont compris. Pourquoi l'Allemagne garde euh, un, un contact avec la Russie? Pourquoi la France garde un contact avec la Russie? Pourquoi le chancelier Olaf Scholz ou le président Emmanuel Macron parlent encore à Poutine? Pourquoi? Parce que il y a ce jeu de puissance et les Européens, au fond, comprennent que ce sont les premiers visés avec les Russes. Ça, c'est clair. C'est Mhm. clair, c'est stratégiquement évident. Maintenant, si on tourne la face du globe, l'autre puissance qui est visée, c'est la Chine, à travers une tentative de déconnexion de la Chine par rapport à la Russie, donc affaiblir la posture stratégique chinoise en la déconnectant de la Russie. Et là, on comprend mieux la logique américaine, la stratégie américaine, c'est de tout faire pour rester au moins pour les 100 prochaines années l'unique superpuissance. Le projet des néoconservateurs est toujours à l'œuvre. On maintient l'unique superpuissance américaine à travers Ce qu'ils euh, appellent, eux, le New American Century. Century, à travers le sabotage du Nord Stream. Donc, on neutralise l'Europe. Via le conflit ukrainien, on tente d'affaiblir la Russie et de la déconnecter de la Chine. Donc, on empêche la création de blocs ou de nouveaux hégémons, de nouvelles puissances qui puissent éventuellement concurrencer directement les États-Unis d'Amérique. On est dans ce jeu stratégique, tout le monde l'a compris, et c'est pour ça que tout le monde évite le feu nucléaire. Mais par rapport à leur population à l'intérieur, américaine ou européenne, il y a quand même un problème. Les Américains, ils peuvent s'engager dans une guerre, dans un conflit global sans le consentement de leur peuple, nous sommes même informés. Les Européens, je ne parle même pas, alors, parce qu'ils suivent la politique américaine tout en faisant subir les pires conséquences à leur population qui les refusent. Est-ce que ces pays-là, comment on peut les qualifier? Non, c'est maintenant, il faut voir comment l'opinion publique est conditionnée. Parce qu'on est dans une logique de conditionnement de l'opinion publique occidentale. Les médias mainstream montrent uniquement le même son de cloche. On ne, pas, personne n'a parlé des bombardements ukrainiens contre Donetsk, contre Lugansk pendant des années. Personne n'a parlé que les Russes, au fond, ont réagi.
que le 24 février 2022 est une réaction par rapport à toute une politique ukrainienne et à toute une stratégie américaine. Mhm. Personne n'en parle. Si les opinions publiques occidentales étaient informées au fur et à mesure, si les opinions publiques occidentales avaient le droit d'accéder à une information dite alternative, les politiques ne seront plus aussi à l'aise comme ils le sont aujourd'hui par rapport à cette question. On comprend pourquoi les capitales occidentales ont fermé les bureaux de Russia Today. On comprend pourquoi ces pays dits démocratiques ont fait taire des voix dissonantes de journalistes, de médias, etc. Et pourquoi ces mêmes pays s'offusquent de voir le Mali interdire, par exemple, à une chaîne française proche du Quai d'Orsay de continuer de travailler à partir de Bamako. Donc, on est dans une situation un peu kafkaïenne où les élites politiques occidentales font bloc derrière le complexe militaro-industriel. On est en train de conditionner l'opinion publique pour arriver aux fins stratégiques. Et puis, lorsqu'on sait que la prise de décision n'est plus dans les capitales européennes, où pratiquement ne l'a jamais été, elle est ailleurs, on comprend pourquoi on est dans cette logique de suivisme. Mhm. Et donc, une dernière question, Monsieur Kateb, par rapport à cette doctrine américaine et notamment cette, disons, permissivité à utiliser les opérations spéciales. Comment les Africains devraient faire justement pour déjouer tout ce qui pourrait être concocté derrière leur dos sur leur continent? Pour déjouer, d'abord, il faut avoir conscience que les Africains doivent dépasser la logique du colonisé, que les Africains euh, doivent se prendre en charge eux-mêmes. Il y a les mécanismes de l'Union africaine, il y a les États-nations, il faut renforcer la coopération entre les peuples d'abord, il faut créer des passerelles entre les élites pour que cette conscience de renouveau africain soit une conscience irréversible et soit une conscience euh, conforme aux intérêts des nations africaines et conforme à leurs aspirations, sortir du prisme du néocolonialisme et travailler. Pourquoi travailler? Parce que seul le travail euh, peut être considéré comme la clé du développement. Et lorsqu'on vit dans un pays développé, on peut subvenir à ses besoins, ne pas subir le diktat des puissances qui interviennent de loin. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, sortir de cette logique et puis multiplier les partenariats. On sort des différents tête-à-tête avec les anciennes puissances coloniales ou occidentales. On traite avec la Russie, on traite avec la Chine, on traite avec l'Iran, avec la Turquie, avec l'Inde, avec le Brésil. Ce sont des puissances économiques émergentes, ce sont des pays qui comptent, ce sont des pays qui ont des intérêts en Afrique et il faudrait qu'il y ait des intérêts mutuels, gagnant-gagnant, de type gagnant-gagnant entre les pays africains et ces puissances émergentes. L'entretien de ces partenariats de type gagnant-gagnant est également la clé de sécurité pour sortir d'un diktat qui a que trop duré.